Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Yves Parlier a touché terre il y a moins d'une demi-heure. 126 jours en mer dans des conditions extrêmes puisque le navigateur a dématé en décembre dernier. Il est accueilli en héros au Sable d'Olonne. L'aventurier qui n'a jamais voulu abandonner nous racontera en direct son odyssée. Fin de campagne ce vendredi avec les derniers arguments et tractation des candidats. La bataille de Paris continue d'alimenter toutes les rumeurs. On évoque, mais rien n'est sûr, une rencontre entre Philippe Séguin et Jean Tibéri. Malgré la crise de la fièvre afteuse, le match de rugby qui opposera le Pays de Galles au tricolore au Stade de France est maintenu. L'arrivée des supporters en provenance de Cardiff n'est soumise à aucune précaution. Les collections de prêt-à-porter féminin avec les créations Yves Saint Laurent Rive Gauche, c'est désormais le styliste Tom Ford qui préside aux destinées de la maison indémodable, inoubliable du pur Saint Laurent. Mais avant de dérouler l'actualité de ce vendredi, je vous propose d'ouvrir cette édition avec l'arrivée donc au Sable d'Olonne d'Yves Parlier, une odyssée de quelques 126 jours dans des conditions de survie qui ont obligé le navigateur à jouer les Robinson Crusoe. On est loin, c'est vrai, de la performance sportive puisqu'Yves Parlier prend la 13e place du Vendée Globe. Reste cette aventure qu'il a voulu, à force de courage et d'obstination, continuer à naviguer avec un gréement de fortune. Julien Beaumont, Nathalie Gallet. Yves Parlier coupe la ligne d'arrivée à l'heure du goûter. Et c'est vrai, on ne parle pas la bouche pleine, surtout quand on vient de manger pendant 60 jours des algues et du poisson séché. Pas le temps pour une autre tartine, déjà les invités se pressent à bord. Hélène MacArthur en tête, entre deux, une histoire de marin. Ils ont fait ensemble la Transat Jacques Vabre en 99 sur ce bateau. Mais Yves est pressé de rentrer, peut-être un peu trop. Il a oublié de regarder l'heure de la marée, sa quille touche le fond. Tant mieux pour le public qui a eu tout le temps de l'acclamer à l'entrée du chenal. 3e Vendée Globe pour Yves Parlier, cette fois il cherche ses mots à l'arrivée. J'attendais plus celle-là, je pense. Hélène, elle, est plus inspirée. C'est important d'être là, de voir tout le monde. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait, c'est génial. C'est vraiment, c'est une autre chose et c'est son moment. Sur son bateau, en trophée des algues et un poisson volant séché. Son menu quotidien pendant près de 60 jours. Yves Parlier, celui que tout le monde appelle l'extraterrestre, un surnom qu'il a bien mérité. Mi-décembre, au coude à coude avec des joyaux, son mât casse. Pas suffisant pour le stopper, il décide de continuer. Dans le Pacifique, il s'arrête pour réparer et construit un nouveau mât seul. Parlier, MacGyver des mers, répare. Oubliez la course, le voilà Robinson Crusoe, obligé de pêcher pour se nourrir. Il a même ramassé le sel sur le pont de son bateau pour conserver algues et poissons. De prouesse en exploit, le voilà au Sable d'Olonne. Il voulait rentrer en vainqueur du Vendée Globe. Il a été accueilli en héros. Et en direct des Sables d'Olonne, Yves Parlier, vous avez donc touché terre il y a près d'une demi-heure. Alors avant d'en venir à votre épopée, un mot sur votre apparence. Vous avez décidé de vous raser au moment où vous retrouvez la civilisation. C'est un geste qui a une valeur de symbole? Oui, c'est un peu le retour à la civilisation. À bord, j'étais un vrai sauvage. Maintenant, il faut que j'apprenne à nouveau à devenir un homme civilisé. Alors vous entrez dans la légende, non pas pour votre performance sportive, mais comme une sorte de galérien à la recherche de sensations extrêmes. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a fait tenir? C'est de l'entêtement qui tourne à l'obsession, ne pas renoncer? Oui, je crois que j'avais envie, par tous les moyens du bord, de continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais moi, je ne l'ai pas perçu comme une galère, même s'il y avait des difficultés extrêmes. J'ai toujours gardé le plaisir et quand la difficulté était vraiment très dure, la surmonter est une grande joie et pour moi, je garde que du bonheur dans les yeux de cette planète mère dont j'ai fait le tour avec Aquitaine Innovation, mon grand oiseau bleu. Un mot peut-être de votre forme physique et mentale. Alors on vous sent très tonique, on vous sent en forme, c'est le cas? Oui, je crois que je suis en bonne forme. Sur les 15 derniers jours, j'ai pu me ressourcer à base d'algues et de poissons volants. La mer a été généreuse. J'ai été aussi un peu plus vite, donc mon tableau de rationnement a pu un petit peu s'améliorer.
Donc j'ai retrouvé une forme que j'avais peut-être perdue à un moment donné avant de pêcher ma dorade. Et aussi la joie d'arriver, je pense que ça aide. Diriez-vous que les séquelles sont davantage d'ordre psychologique, si séquelles il y a? Ça, je crois qu'il faut demander aux personnes qui me connaissent. De toute façon, j'avais une bonne avance avant, donc un peu plus ou un peu moins. Je crois que mon cas est désespéré. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même durant ces 126 jours? Je crois que d'une part, pour surmonter des difficultés, l'important c'est de prendre une difficulté une par une et surtout s'y consacrer à 100% pour arriver à la surmonter. Ensuite, on prendra l'autre difficulté et puis je crois aussi que je me suis aperçu de l'intérêt de partager l'aventure. J'ai découvert par Internet ce que pouvait être l'entraide au niveau, je dirais, mondial de tous les internautes qui m'ont conseillé sur notre site parlier.org, je crois. J'ai eu beaucoup de conseils pour pêcher les poissons. Ça m'a donné confiance en moi. Un dernier mot peut-être, Yves Parlier. Quelles sont vos envies de terrien ce soir? Une bonne table et un vrai lit? Une bonne table et une grande fête avec tous mes amis qui sont montés de l'Aquitaine. On va faire une grande fête. Je crois que le lit, ça sera que très très tôt dans la matinée. Merci Yves Parlier d'avoir répondu donc en direct à nos questions. Au large de l'île de Saint-Martin, ce naufrage hier d'un canot qui avait à bord une quarantaine d'immigrés clandestins, quelques rares rescapés, le bilan est lourd et les recherches se sont poursuivies toute la journée. Olivier Caroff. À terre, on a compris. Le matériel de secours ne servira plus à rien. Désormais, on ne s'attend à retrouver que des cadavres. Le naufrage a eu lieu au large de l'île de Saint-Martin. Le décor peut paraître paradisiaque, mais à 10 km de ses côtes, en pleine nuit, l'océan est un piège redoutable. Dans la soirée de mercredi à jeudi, une embarcation avec 48 personnes à bord a été littéralement engloutie. Probablement des clandestins venus d'Haïti, de Saint-Domingue, mais aussi d'Asie. Ils tentaient de rejoindre l'île britannique de Tortola. Les premiers sauveteurs sur place n'ont rien pu faire. Immédiatement, les plongeurs donc de la gendarmerie descendent et se rendent compte que sous l'épave, il y a eu vraisemblablement de nombreuses victimes. Ils recueillent 2 corps, remontent à la surface et déclenchent des secours de grande ampleur. 15 corps ont déjà été repêchés, dont ceux de 10 femmes. On compte 4 rescapés, sauvés juste après le naufrage par un navire de pêche et un voilier de plaisance qui croisaient à proximité. Les gendarmes français ont recueilli leurs témoignages. L'enquête permettra peut-être de remonter l'une des nombreuses filières d'immigration clandestine de la région. Des réseaux bien organisés, violents, cyniques aussi. La barque naufragée avait été baptisée Esperanza, l'Espérance. La fin du détournement de l'avion russe à Médine en Arabie Saoudite. Les pirates de l'air réclamaient la fin de l'offensive en Tchétchénie. L'un d'entre eux aurait été tué, 2 autres victimes lors de l'assaut donné dans la matinée. La plupart des passagers, après de longues heures d'angoisse, seront rapatriés. Bernard Lebrun. Morceau choisi par la télévision saoudienne d'un assaut des forces spéciales, avec accord de Moscou, contre des pirates de l'air armés d'un simple couteau de cuisine. Le tout largement diffusé en Arabie comme en Russie. Message, les Russes peuvent compter sur les autorités saoudiennes pour lutter contre les terroristes, même tchétchènes et musulmans. Pas de désaccord avec le premier client pétrolier du pays. Les passagers sont rapidement libérés, même si l'un d'entre eux aurait été tué, ainsi qu'un membre d'équipage. Plaqués au sol, 2 des jeunes pirates. Leur chef et leur oncle, Aslambek Arsayev, un ancien ministre tchétchène, auraient été tués dans l'assaut. Plus tôt dans la matinée, pendant les négociations, était sorti sur la passerelle l'un de ces jeunes pirates de l'air. Que demandait-il? Que des journalistes montent à bord pour regarder un reportage montrant l'armée russe massacrant des civils tchétchènes. Rien d'autre en dehors du plein de kérosène. Riyad a prétexté une bombe à bord, finalement inexistante, pour autoriser l'assaut.
Les passagers otages du Tupolev 156, Istanbul-Moscou de la compagnie Loukovo, n'ont pu livrer leur témoignage. Ils seront l'exclusivité de la police russe qui a prévu de les interroger pendant 6 heures avant de les rendre à leur famille. Au Brésil, une plateforme pétrolière a été partiellement dévastée par plusieurs explosions installées à quelques 150 km de la côte en plein océan Atlantique. Cette titanesque structure de 120 mètres de haut et presque autant de large continue de s'incliner dangereusement. L'accident a provoqué la mort d'une personne, une autre est gravement brûlée, 9 disparus. Les recherches par hélicoptère n'ont pour l'instant rien donné. Au moment du drame, 175 personnes au total travaillaient sur cette plateforme. Ce vendredi 16 mars, c'est le dernier jour de la campagne des municipales. Avant le second tour, les ultimes tractations avec, à Paris d'abord, le tour de piste des différents candidats. Et les rumeurs qui continuent, Philippe Séguin et Jean Tibéri pourraient se rencontrer. On le dit, on le croit, mais rien n'est sûr. Et déjà se profile la bataille pour savoir qui sera le mieux placé pour devenir le maire de la capitale. À droite, il y aurait plusieurs prétendants. Faut-il encore être en tête? Reportage Alex Bouillaguet, Patrick Deschmecker, Jean-Paul Mioto. Bertrand Delanoë dans un café, l'image aurait pu être anodine. Sauf lorsque ce café est situé dans le 5e arrondissement, sauf lorsque l'on sait que c'est le QG de Jean Tibéri. Tous les bistrots de Paris sont à tous les Parisiens, c'est là. Puisqu'à gauche, l'union a été faite dans chaque arrondissement, Bertrand Delanoë préfère parler de la droite et du dernier épisode en date, la rencontre entre Jean Tibéri et Philippe Séguin, qui ne devrait finalement pas avoir lieu. Quand je vois qu'il faut qu'ils négocient pour se rencontrer, éventuellement faire une photo, je me dis pourvu qu'ils ne gagnent pas, parce que pour faire un exécutif, pour faire un budget, pour gérer la ville, c'est 6 ans garantis de désordre, de compromission. Hier soir, au cours de son dernier meeting de campagne, Philippe Séguin s'est à nouveau adressé au maire de Paris. Le message reste le même, que Jean Tibéri retire ses listes dans 6 arrondissements, mais le ton est nettement plus courtois qu'en début de semaine. J'espère sincèrement qu'après les premiers pas que j'ai dit, d'autres pourront être accomplis. Car Paris peut et doit être gagné. Et la victoire, elle passe par ce dernier effort. Réponse immédiate de Jean Tibéri, courtois également mais ferme. Pas question pour lui d'accepter la requête de Philippe Séguin quant à une éventuelle rencontre. Je style à rien, mais dans quel but? Pour faire quoi? La réunion, le rendez-vous eût été déterminant il y a longtemps, mais au moins, enfin en tout cas au plus tard, lundi ou mardi. Maintenant que une partie du mal a été fait, c'est bien artificiel tout ça. Bertrand Delanoë et Philippe Séguin ont tenu hier leur dernier meeting. Ce soir, pour le sien, Jean Tibéri annonce la venue de Charles Pasqua. Dans les 48 heures, on saura ce que les électeurs ont pensé des grandes manœuvres de l'entre-deux tours. Et fin de campagne à Lyon avec l'alliance objective du RPR Jean-Michel Dubernard et de Charles Millon. L'union n'a pas été facile et là aussi on s'interroge en coulisses sur le candidat qui prendra la succession de Raymond Barre. Reportage Didier Guyot, Philippe Fivet. Là c'est interdit. Cachez vos yeux. En politique, il y a la campagne et les dessous de la campagne. Intronisé nouveau chef de file d'une droite réunifiée, Jean-Michel Dubernard multiplie les déplacements. Mais l'homme politique qui est sur toutes les lèvres a pour nom Charles Millon. Il est où, Charles? Aujourd'hui, l'ancien président de région est la cible d'une gauche plurielle déterminée. Gérard Collomb est très déçu et il centre la campagne là-dessus. Mais moi je crois que la réponse elle est très simple. Charles Millon a retrouvé l'électorat républicain, c'est clair. En plus, il a dit qu'il était un homme de parole et je crois que tout va bien. Un homme de parole, les milieux culturels lyonnais en doutent. On n'oublie pas ici qu'en 1998, le président de région qu'il était accepta le soutien du Front National. On sait que c'est un personnage qui a des liens avec l'Opus Dei, qui est vraiment un représentant de la droite traditionnaliste, réactionnaire, etc. Je vous rappelle qu'il y a 18 mois, il avait donné un interview en disant qu'il n'y avait pas eu de vraie droite en France depuis 1945. Ce qui veut dire pour lui, la vraie droite, c'est Vichy. Avec 24% des voix au premier tour, c'est le retour de l'exclu. Et à partir de Lyon, Charles Millon n'a qu'une idée en tête, la refondation de la droite, son rendez-vous avec l'histoire. Que vous avez, vous toutes et vous tous, un premier défi à relever dimanche prochain. C'est de dire à Lyon, c'est pas pareil qu'ailleurs. Dimanche, un grand coup, hein. Gérard Collomb, c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon. L'omniprésence de Charles Millon, les déchirements de la droite, autant d'éléments qui favorisent la candidature de Gérard Collomb, qui en appelle désormais à la mobilisation des abstentionnistes et de tous les républicains. Je parle la plupart du temps
d'enjeux du quotidien, parce que c'est ce qui intéressait les gens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une dimension spéciale en fonction du retour de Charles Millon et en fait d'une sorte de revanche sur la région. Au premier tour, les listes de droite étaient majoritaires, mais pour le deuxième tour, là, les reports de voix seront déterminants. Dans le Vaucluse, le Front National ambitionne la gestion de la ville de Bolène. Marie-Claude Bompard est arrivée en tête avec plus de 34% des suffrages. Elle sera opposée à une liste de la gauche plurielle. Quant à la liste de droite, elle s'est retirée en appelant à un vote républicain, mais rien ne semble jouer. Michael Darmon, Christophe Larocca. Bolène ou le Front National en embuscade. Au terme d'un premier tour où la gauche s'est déchirée et la droite s'est affaissée, Marie-Claude Bompard, l'épouse du maire Front National d'Orange, est en tête. Une candidate qui refuse de nous rencontrer, laissant ses colistiers afficher leur optimisme. Il y a un mois, les Bolénois n'avaient pas de sourire et nous avons un grand sourire sur Bolène. C'est tout ce qu'on peut vous apporter. Elle est où là actuellement? Elle est dans Bolène, elle est en train de... Dans le centre-ville? Je peux pas vous dire. Non, je ne sais pas. À quelques kilomètres d'Orange, la famille Bompard tente ainsi un coup double dans une petite ville en panne, repliée sur elle-même. Marc Serin, le maire sortant, candidat unique de la gauche, veut faire échouer ce parachutage local. Avant, il y a quelques mois, donc la ville était au calme. Et depuis que Mme Bompard a fait son apparition sur la ville, eh bien la ville est sous tension. Et elle est en train, là, malheureusement, de prouver que sa simple présence met l'attention. Ici, aucun ténor politique ne s'est déplacé. Le duel entre le FN et la gauche se joue en circuit fermé, avec des électeurs de droite en position d'arbitre. Tu es au RPR, tu réfléchis à ton vote. Tu choisis la liste démocrate contre le FN. Bolène, c'est pas la mairie annexe de Bompard d'Orange. Mais non, mais attends, il faut pas vous mélangez Orange, vous mélangez Bolène, vous mélangez vous mélangez deux. Dimanche soir, Jacques Bompard, le maire d'Orange, surveillera donc à la fois le résultat de son épouse à Bolène et son propre score aux élections cantonales. Avec un objectif, faire de cette partie du Vaucluse un nouveau fief du Front National. À quelques heures de la fin de la campagne électorale à Béthune, il était davantage question de règlement de compte que d'arguments politiques. Avec cet incident hier soir, un militant soutenant la liste du maire socialiste de la ville a été agressé par les partisans de Jacques Mélic, qui est en lice pour récupérer le fauteuil de maire. Anne Mourgue, Patrick Wurstorm. Philippe devra rester plusieurs jours encore à l'hôpital avec son nez cassé et de violentes douleurs abdominales. Hier soir, juste après avoir collé des affiches pour le maire, il affirme avoir été tabassé. Alors je suis tombé dans une embuscade. Et là, 5-6 voitures m'ont tombé dessus, ils étaient à 15. Et il y avait M. Pruvot qui organisait aux gens de faire ça, puis aux autres de me frapper, quoi, en fait. C'était inadmissible, et puis ils m'ont laissé comme ça par terre. Ici, l'agression ne surprend guère. Tract anonyme, menace de mort. Depuis un mois, à Béthune, l'ambiance est plutôt délétère. Elle est délétère du fait d'un seul homme. Celui qui a déjà été condamné. Celui qui est mis en examen à nouveau aujourd'hui. Jacques Mélic, de nouveau sur la sellette, car le colleur d'affiches a reconnu ses agresseurs, des proches de l'ancien maire de Béthune. En début d'après-midi, Jacques Mélic reconnaît le passage à tabac, mais il tente de minimiser. Il faut voir aussi toutes les affiches qui ont été collées tout au long de la semaine et ces derniers jours sur les écoles du style Mélic en prison par les ouvriers des services techniques de la ville de Béthune. Donc peut-être que ce sont des règlements de compte entre ouvriers qui sont je dirais, séparés, divisés. C'en est trop pour la candidate RPR. Elle aussi affirme subir des pressions de tous bords. Elle craque et décide de retirer sa liste. C'est toi la plus forte. Trop de pression, trop grave, des proportions beaucoup trop importantes. Je ne peux pas jouer avec la vie et la santé de mes colistiers. Dimanche, la bataille va se déplacer dans l'isoloir. Et bien malin aujourd'hui, celui qui peut prédire qui des deux candidats va décrocher le siège tant convoité. Venons-en maintenant à cette intoxication en masse dans un collège de Port-en-Bessin dans le Calvados. D'abord des malaises dont on comprend mal la cause et qui touchent près de 60 enfants. Ce soir, l'un des élèves est décédé. Les raisons ne sont pas encore connues. Une cellule de crise a été mise en place pour contenir l'effet de panique et les autorités conseillent aux familles de consulter un médecin. Patrick Fandiot, Frédéric Pasquette.
Ils sont retournés au collège cet après-midi pour s'informer. Depuis qu'ils ont appris le décès d'un de leurs camarades, pour eux, il n'y a pas de doute. Cette mort est sans doute liée aux 3 intoxications au gaz survenues dans l'établissement en 10 jours. La dernière, c'était hier après-midi. Ils ont vomi, ils étaient assez blancs, et ils avaient très mal à la tête, grosse migraine. Donc ils étaient voir Madame Duval et ils ont appelé l'ambulance. Pour nous, c'est à cause de ça, pour nous 3, en tout cas. Pour le décès de Thomas, c'est à cause de ça. Mais l'autopsie pratiquée ce matin n'a pas permis de trouver l'origine de la mort. Il faudra attendre les résultats d'examen de bactériologie et de toxicité. Une enquête de gendarmerie est en cours. Elle va notamment s'intéresser à cet atelier de sciences naturelles. Hier encore, des élèves y auraient respiré des vapeurs toxiques alors que des travaux sont censés avoir été effectués sur les canalisations d'eau usée suspectes. Vous pensez que les travaux ont pu être mal effectués? Absolument pas. Absolument pas. Les travaux qui ont été effectués dans cet établissement l'ont été en conformité avec toutes les règles de l'art. Qu'est-ce qui a pu se passer alors? Et je ne le sais pas. Si nous le savions, nous donnerions les explications nécessaires, mais nous ne le savons pas pour l'instant. Le collège restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Les parents, eux, ne cachent pas leur inquiétude pour la santé de leurs enfants. Est-ce que c'est prudent de mettre des plus âgés avec des plus jeunes enfants, tout le temps qu'on ne sait pas d'où vient la source de... Ce soir, médecins et psychologues s'efforcent de rassurer tout le monde en attendant d'en savoir plus sur cette mort pour l'instant mystérieuse. L'épisodie de fièvre afteuse préoccupe les autorités de l'État au plus haut niveau. Jacques Chirac se rendra lundi prochain dans l'Orne pour témoigner de sa solidarité avec le monde rural. Quant à Jean Glavany, il présidera ce même jour une cellule de crise. Face à la préoccupation des agriculteurs, nous avons tenté de prendre à titre d'exemple l'une des communes qui avait été largement touchée lors de l'épidémie en 1974. À cette époque déjà, les éleveurs avaient été contraints d'abattre leur cheptel. Plus d'un quart de siècle après, le souvenir reste douloureux, comme le montre ce reportage de Florence Griffon et Philippe Quérou. À Plumaugat, dans les Côtes d'Armor, on a une idée bien précise des ravages de la fièvre afteuse. Il y a 27 ans, le village n'était plus qu'une zone. La zone, ce sont 62 communes comme celle-ci, mis en quarantaine, quadrillées par la troupe et les gendarmes. La fièvre afteuse s'est installée, rien qu'à Plumaugat, on a dénombré 16 foyers et elle a vidé les rues. Après le passage des camions, les habitants affrontent une autre épreuve. Il n'y a plus de vie dans leurs étables. Aucun animal n'a été épargné. 29 bovins, 353 porcs charcutiers, 12 puimères et 59 porcelets. C'est une perte qui s'élève à combien, ça? Oh ben, 30 quelques millions. Cette femme a aujourd'hui 70 ans. Elle et son mari ont dû reprendre à zéro le travail de toute une vie, la sélection d'un nouveau cheptel de vaches. Elles ne sont pas habituées ensemble, elles ne sont pas à l'habitude des salles de traite. Et on a beaucoup de génisses, donc des bêtes dont on ne sait pas comment vont se passer les vélages et tout. C'est très difficile de refaire une étable. Francis Leroy, lui aussi, a vu son troupeau entièrement abattu. Un souvenir, aujourd'hui encore douloureux. Je suis resté seul sur l'exploitation pendant l'abattage. Vous faisiez quoi? J'attendais. Et en une journée, tout était fini? Oui. Le soir, tout était propre. Quand mon épouse et mes parents qui habitaient à côté sont rentrés, il n'y avait plus rien dans l'exploitation. Aujourd'hui, Francis est à la retraite. Son fils et son gendre ont repris l'exploitation. La fièvre afteuse, tous la craignent bien sûr. Pour autant, le père se veut rassurant. Moi, je dis aux exploitants chez lesquels ça pourrait arriver, qui ne dramatisent pas et puis qui peuvent repartir. La preuve, c'est que la plupart des exploitations sont reparties et ont fonctionné, existent toujours. À l'époque, les aides avaient été généreuses. Le seront-elles pour cette crise-là? Eux aimeraient en avoir la certitude. Faisons maintenant un point précis en Mayenne, où se trouve le premier et unique foyer de fièvre afteuse en France à l'heure qu'il est. Les périmètres de sécurité ont été élargis, un téléphone vert pour les agriculteurs a été mis en place. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Je ne peux plus sortir de bête depuis 7 ans, là, ça fait 15 jours. Oui. Au niveau financier, ça commence à être dur. Oui. Qu'est-ce qui est envisagé? D'accord. La cellule d'assistance mise en place par les syndicats agricoles a déjà reçu 110 appels dans la journée. Des demandes d'informations qui, chaque fois, marquent l'inquiétude des éleveurs. On le sent bien de toute façon que les gens ont besoin également de parler, ont des questions à poser donc pour avoir des réponses précises, mais ont également besoin de parler.
Sur le terrain, le périmètre de protection a été étendu hier, à l'ouest et à l'est de la Baroche Gondouin. Une mesure de précaution qui rappelle que la partie est loin d'être gagnée, comme le confirme le résultat des tests pratiqués sur les ovins abattus le 6 mars. Ces moutons se sont révélés positifs à la séroneutralisation et positifs à la confirmation par test ELISA, ce qui montre bien qu'ils avaient été en contact avec le virus. À la cellule de crise de la préfecture, services vétérinaires, gendarmes, pompiers travaillent côte à côte. Rien ne doit être négligé, pas même le bois pour alimenter les bûchers. Vous voyez, on est en train de donner des coups de téléphone, je dirais, un peu dans toutes les scieries du département. On va peut-être même être obligé d'aller dans les départements avoisinants pour trouver, puisque c'est du petit bois qu'il nous faut pour alimenter nos foyers, donc très très difficile à trouver. Et pourtant, du bois, il en arrive par camion entier. Un stock impressionnant qui en dit long sur les besoins potentiels. Il rappelle aussi aux éleveurs que la menace est toujours au-dessus de leur tête. Et en Grande-Bretagne, c'est un plan drastique que les autorités ont mis en place avec un abattage massif. On évoque le chiffre d'1 million d'animaux sains qui seront éliminés dans les semaines à venir. Vous le savez, différents matchs du tournoi Destination ont été reportés en raison de la crise de la fièvre afteuse. Mais demain aura bien lieu la rencontre des tricolores face au Pays de Galles au Stade de France. À l'aéroport de Cardiff, point de départ d'une partie des supporters qui vont assister au match. Aucune précaution particulière n'est prise, comme le montre ce reportage de Laurent Boussier. Après un charter et un vol régulier ce matin, c'est cet après-midi le 3e avion à partir pour Paris. Nous sommes à Cardiff, capitale du Pays de Galles, et la plupart de ces passagers partent assister au match de rugby de demain. Première surprise, les avions ne sont pas pleins pour cause de fièvre afteuse. Beaucoup de supporters n'ont pas fait le déplacement. Deuxième surprise, peu ou pas de précautions contre la transmission de la maladie. Quelques affiches qui mettent en garde les passagers et une série de questions au moment de l'enregistrement. Avez-vous de la nourriture avec vous? Vous avez des bonbons, des gâteaux? C'est tout et ça n'inquiète pas les supporters. De toute façon, Cardiff est une ville propre. Il y a 30 000 personnes qui voyagent tous les jours à Disneyland. Si vous voulez annuler le rugby, alors il faut annuler Disneyland et tous les gens qui vont à Paris. Ces supporters, nous les avons suivis jusqu'à l'avion. Pas de pédiluve, de désinfection, pas non plus de vraie vérification qu'aucune nourriture ne passe. Et pourtant, selon les responsables de l'Union des fermiers gallois, les risques existent. On a fortement conseillé à nos fermiers de ne pas aller à Paris, ou de prendre toutes les précautions, de se désinfecter et tout le reste. Mais on aurait souhaité que le match soit reporté. Mais les calendriers sportifs et touristiques s'accordent mal avec l'épidémie. Alors chacun se renvoie la balle. Les fermiers sur la fédération sur l'aéroport, l'aéroport sur le ministère de l'Agriculture, le ministère sur la fédération. La boucle est bouclée et les supporters sont partis à Paris en ne pensant qu'à la victoire de demain. L'actualité internationale marquée par ces affrontements au nord-ouest de la Macédoine. Depuis plusieurs jours maintenant s'oppose la guérilla albanaise aux soldats macédoniens dans la ville de Tetovo. De violents combats qui ont provoqué le départ de quelques 2000 habitants. Richard Vinet. Objectif militaire, une station radio à flanc de colline. Les tirs viennent de la montagne où sont embusqués les rebelles de Lučeka. Depuis 2 jours, ils harcèlent les forces macédoniennes à Tetovo, la 3e ville du pays, à majorité albanophone. Cet après-midi, ils ont franchi un nouveau pas. 4 obus sont tombés au cœur même de la cité. Tirs de mortier, mais aussi combat de rue, contre un ennemi souvent invisible. La guerre a fait irruption à Tetovo. Pour le moment, c'est la confusion la plus totale. Les gens n'osent même pas aller travailler. Les extrémistes albanais semblent avoir profité du protectorat international pour exporter leur guérilla. Il y a quelques semaines, ils bravaient ouvertement les autorités yougoslaves en Serbie. Contraints et forcés, l'OTAN a dû autoriser les troupes serbes à prendre position à la frontière sud de leur pays. Nous sommes à Miratovac, au sud-est de la Serbie. Ces soldats sont yougoslaves et depuis 3 jours, ils sont autorisés à contrôler eux-mêmes la frontière avec le Kosovo. Le village est albanophone, alors ils ont planté leur camp un peu à l'écart sur la colline, mais qu'importe, ils se sentent cette fois du bon côté de l'histoire. Nous sommes ici sur notre territoire. Il est normal que nous collaborions avec l'OTAN et la KFOR pour lutter contre des terroristes armés dont on ne connaît même pas le chef.
Albanaises et Serbes se croisent dans une indifférence polie. Mais les albanophones n'ont pas oublié que ceux qui traversent régulièrement leur village sont leurs ennemis d'hier. C'est la même armée, celle qui a commis des crimes au Kosovo. On n'a pas besoin d'eux, ce qu'il nous faut c'est une armée composée de Serbes et d'Albanais qui ont vécu ensemble ici et qui se connaissent. Priorité pour la communauté internationale et l'armée yougoslave, marginaliser la guérilla albanaise et tenter ainsi de sauver un équilibre devenu précaire dans la région. Les pays producteurs de pétrole se sont retrouvés dès aujourd'hui à Vienne. On sait déjà qu'ils vont décider de réduire leur production. Un objectif, celui d'enrayer la chute des prix du brut, avec pour répercussion une augmentation à la pompe. Selon les mécanismes mis en place par le gouvernement il y a quelques mois, le prix de l'essence, mercredi prochain, augmentera de 7 à 8 centimes. Cyril Deveau, Jacques Gérard. Fini les baisses spectaculaires, comme ces moins 20 centimes en octobre dernier. La semaine prochaine, tous les carburants devraient augmenter d'environ 8 centimes par litre. Exemple dans cette station, 7 francs 29 le samplon 98 aujourd'hui et sans doute 7 francs 37 dans quelques jours. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Quand ça baisse 6 mois, après ça remonte. Donc. Je trouve ça toujours trop cher. Vous avez un budget énorme en essence? Ouais, 2000 francs par mois, quand même. Donc 8 centimes, ça joue? Ouais. Et là d'ailleurs, je vais arrêter parce que si je regarde pas, je vais avoir trop cher. 3 à 4 francs de plus pour un plein, c'est la première augmentation due au mécanisme de la taxe flottante, une mesure mise en place par Laurent Fabius au début de l'année. Lorsque le cours du pétrole brut augmente, les taxes diminuent. A l'inverse, lorsque le prix du pétrole baisse, les taxes augmentent. Après des hausses records, à l'automne dernier, le baril de pétrole chute aujourd'hui. La baisse a dépassé les 10% en 2 mois. Situation insupportable pour l'État qui ne percevait plus assez de taxes sur les carburants. Il y a un réajustement automatique qui fait que les taxes augmentent de 8 centimes à la pompe, mais le prix de l'essence, elle, a baissé de 60 centimes depuis le mois de septembre. Ce qui fait que c'est encore un prix très abordable par rapport au sommet que nous avons connu en septembre. Le mécanisme imaginé à l'automne dernier pour limiter les effets négatifs de la flambée du brut limite aussi les effets positifs de la baisse des cours. Le pétrole baisse et pourtant l'essence augmente, on appelle cela un paradoxe fiscal. Nous vous le disions en milieu de ce journal, c'est bien demain qu'aura lieu au Stade de France le match qui opposera les tricolores au Pays de Galles pour le tournoi des 6 nations. Portrait de l'une des stars du 15 de France, Philippe Bernatsal, reportage Nathanaël de Ringsa. Questionné, interrogé, écouté, aujourd'hui dans le 15 de France, Philippe Bernatsal est incontournable. 24 essais en 39 sélections, Bernatsal est facile à identifier, il a des cheveux blancs et des jambes qui courent vite, très vite. Son chef-d'œuvre, sa référence, cette demi-finale de Coupe du Monde. Bernatsal, le gringalet, prend de vitesse les blacks musclés. Essai. Je suis pas très gaillard aujourd'hui, mais je pouvais s'imaginer à 7-8 ans. Donc il me mettait à l'aile parce que je courais vite, mais je savais faire que ça, donc voilà. Aujourd'hui, à 31 ans, Bernatsal a appris à manier la balle. Il a surtout appris la patience. Dans le rugby, les ailiers reçoivent la dernière passe. Dans un match, ils courent souvent pour rien et attendent le ballon, souvent en vain. Dans ce sport, il y a quand même des postes plus ingrats que le mien. Quand je vois les piliers se mettre des grands coups de tête en rentrant dans les mêlées, plaquer, pousser dans les regroupements, etc., se faire marcher dessus, je me dis que bon, même si je n'ai pas touché 50 ballons, je ne suis pas trop malheureux à l'aile. Face aux Gallois, il veut frapper un grand coup. Bernie, comme on le surnomme, a marqué dans tous les matchs du tournoi cette année et espère bien ne pas s'arrêter là. À mon avis, aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens. C'est un très bon ailier, un très bon finisseur. Demain au Stade de France, regardez bien ce joueur aux cheveux blancs. Lorsqu'il prend le ballon, l'essai n'est plus très loin. Les collections prêt-à-porter avec sur le podium les créations Saint-Laurent Rive Gauche, signées pour la 2e saison par Tom Ford, ce styliste texan qui a fait d'abord ses preuves chez Gucci. Le romantisme et la féminité, Estelle Collin, Gilbert Usan. Je suis complètement vierge de tout préjugé, de toute attente, à part l'envie de découvrir quelque chose qui va m'éblouir. Voilà. Il n'avait pas droit à l'erreur parce que Saint-Laurent est sacré. Et depuis la saison dernière, la même question sur toutes les lèvres. Yves Saint-Laurent, sans Yves Saint-Laurent, est-ce possible?
C'est une collection très jeune qui peut être portée à la fois par une cliente de 25 ans et par une cliente plus mature. Un style fantastique. La réussite de Tom Ford repose sur la connaissance intuitive qu'il a de son époque et de la façon qu'il a de la retranscrire. Et jusqu'à maintenant, son instinct a toujours fait mouche, les clientes mordent à l'hameçon. Je suis une sorte de mélange d'artiste et d'homme d'affaires. Je travaille à partir de mon intuition, mais en même temps, je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que quelqu'un peut le porter? Est-ce que ça tombe bien? Est-ce que ça rentre dans une valise? Tapis noir à l'entrée, 60 smokings bien alignés, et comme la saison dernière, les invités seront nombreux. 15 jours de montage pour cet écrin, un budget de 12 millions de francs. La griffe mythique rachetée l'année dernière par François Pinault et le groupe Gucci n'a pas lésiné sur les moyens. Pour cette année, nous avons déjà investi un budget de plus de 25 millions de dollars. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'Yves Saint Laurent, qui est un nom fabuleux, soit également un succès d'un point de vue financier, comme nous l'avons fait avec Gucci. L'homme qui pilote désormais l'avenir de Saint Laurent est un visionnaire. Tom Ford a l'œil sur tout. Création, marketing, publicité, il connaît à la minute même ce qui se vend dans le monde entier. La première chose que je fais, c'est de travailler sur le produit. Et vraiment, la création, c'est la chose essentielle pour moi. Parce que sans un bon produit, avec tout le marketing et toute la publicité que vous voulez, vous n'avez rien. Le créateur le plus puissant du monde est donc un Américain. Par son imagination, l'homme a su imposer son style et bâtir un empire en moins de 10 ans. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Yves Parlier a touché terre il y a 1 heure, tout juste. 126 jours en mer dans des conditions extrêmes puisque le navigateur a dématé en décembre dernier. Il a été accueilli en héros au Sables-d'Olonne. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route, Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec la crime et avocats associés. 0h15, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Paul Lombard. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.